La péquenaude qui pue est là. La voix de ma belle-mère retentit dans la salle d'audience, assez fort pour que toutes les personnes attendant à l'extérieur du tribunal aux affaires familiales puissent l'entendre. Plusieurs personnes levèrent les yeux de leur téléphone. Un jeune couple, assis près de la fenêtre, échangea des regards mal à l'aise. Un monsieur plus âgé secoua la tête. Linda Parker s'en moquait. Elle posa son sac à main de créateur sur ses genoux, lança un sourire suffisant à ses amis de l'église, et me toisa de la tête aux pieds, comme si j'étais une saleté ramenée d'un champ boueux. Je vous avais dit qu'elle porterait ses chaussures bon marché, chuchota-t-elle, pas assez bas pour que je ne l'entende pas. Mon mari rit. Pas d'avocat. Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, son costume bleu marine coûteux parfaitement repassé. Pathétique. Je le regardai sans dire un mot. Il sourit plus largement. Tu pensais vraiment que tu pouvais te représenter toi-même? Sa petite amie, Mélissa, était assise derrière lui, feignant de ne pas savourer l'instant, mais le petit sourire au coin de ses lèvres la trahissait. Linda croisa les bras. J'ai toujours dit à Ethan que tu n'étais rien d'autre qu'une péquenaude qui pue. L'huissier ouvrit les portes de la salle d'audience. Affaire numéro 24 CVD 817, Parker contre Parker. Tout le monde se leva. Le juge Robert entra, portant une pile de dossiers. Il les ajusta sur son pupitre avant de balayer la salle du regard. Ses yeux se posèrent sur moi. Pendant une brève seconde, tout s'arrêta. Il retira lentement ses lunettes. La salle devint silencieuse. Puis, à la surprise générale, il sourit chaleureusement. « Bonjour, mon colonel. » Le silence devint, d'une manière ou d'une autre, encore plus pesant. Ethan fronça les sourcils. Linda cligna des yeux 2 fois. Mélissa, confuse, regardait tantôt le juge, tantôt moi. Le juge m'adressa un signe de tête respectueux. Cela fait plusieurs années. J'espère que vous vous portez bien. Très bien, votre honneur, répondis-je. Ethan me dévisagea. Colonel? Chuchota Linda. Attends, quoi? Je m'appelle Claire Parker. Pendant 22 ans, j'ai porté l'uniforme de l'armée de terre des États-Unis. Pendant 22 ans, j'ai appris à garder mon calme pendant que les autres paniquaient. Et pendant 22 ans, je n'aurais jamais imaginé que la bataille la plus difficile de ma vie se déroulerait dans un tribunal aux affaires familiales, et non à l'étranger. Les gens supposent généralement que la trahison arrive d'un seul coup. Ce n'est pas le cas. Elle arrive une déception silencieuse à la fois, une conversation ignorée, une promesse non tenue, une blague faite à vos dépens pendant que tout le monde rit. Finalement, vous ne reconnaissez plus le mariage dans lequel vous vivez. En y repensant maintenant, j'aurais peut-être dû le voir plus tôt. J'ai grandi près d'Ashboro, en Caroline du Nord. Mes parents possédaient une petite ferme qui appartenait à notre famille depuis des générations. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Ce que nous avions, c'était du travail, du vrai travail. Avant l'école, je nourrissais les poules. Après l'école, j'aidais à réparer les clôtures. Les week-ends étaient consacrés à la réparation des tracteurs ou au rangement du foin. Ma mère disait toujours, « N'aie jamais honte de la terre d'un travail honnête. » Je la croyais. Apparemment, ma future belle-mère, non. La première fois que Linda m'a rencontrée, j'avais 24 ans. Ethan m'avait invité à dîner après 6 mois de relation. J'étais venue directement de mon entraînement de la garde nationale. Il y avait encore un peu de poussière sur mes bottes, même si je les avais nettoyées. Linda le remarqua immédiatement. Elle sourit poliment. Puis elle demanda, « Alors, votre famille sent toujours le bétail ?» J'ai ri, parce que je supposais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Ce fut le début de 20 ans de commentaires. Fille de la campagne, fille de la ferme, péquenaude, bouseuse, la honte. Jamais assez directement cruelle pour qu'Ethan la reprenne. Toujours enveloppée dans un sourire. Il haussait généralement les épaules. C'est maman, elle est comme ça. Au début, je le croyais. Les familles sont compliquées. Personne n'est parfait.
Je pensais que la gentillesse finirait par la conquérir. Au lieu de ça, mon silence l'a convaincue qu'elle pouvait continuer. Ethan n'a pas toujours été l'homme assis en face de moi dans cette salle d'audience. Quand nous nous sommes rencontrés, il était prévenant, drôle, ambitieux. Il admirait le fait que je serve dans l'armée. Il m'a dit un jour, « J'aime que tu sois plus forte que moi. » J'ai souri. Je n'ai pas besoin d'être plus forte. Je sais. Je veux juste quelqu'un qui n'abandonne pas. Aucun de nous ne savait à quel point ces mots deviendraient ironiques. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. J'ai continué à servir. Il a commencé à travailler dans l'immobilier commercial. Lentement, l'argent est devenu plus important pour lui. Les promotions l'ont changé. Les primes l'ont changé. Les gens dont il s'entourait l'ont changé. Ma vie militaire est devenue un inconvénient. Je manquais les dîners de fête parce que j'étais déployé pour des interventions d'urgence. Je manquais des anniversaires parce que les soldats sous mon commandement avaient besoin de moi. Je ne pouvais pas toujours expliquer où j'allais ou ce que je faisais. La confidentialité militaire n'est pas glamour. C'est frustrant. Parfois, vous dites simplement à votre famille, « Je serai absente pendant un certain temps », et c'est tout ce que vous pouvez dire. Ethan a progressivement cessé de poser des questions. Non pas parce qu'il respectait les règles, mais parce qu'il avait cessé de s'en soucier. Chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais, il répondait à ma place. Oh, Claire travaille quelque part pour l'armée, quelque part. Comme si 22 ans de service pouvaient être réduits à une seule phrase vague. Je ne l'ai jamais corrigé. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je croyais que les actes comptaient plus que les titres. Le grade n'était pas quelque chose que j'emportais au dîner de famille. Chez nous, je n'étais pas la colonelle Claire Morgan Parker. J'étais simplement Claire. Ou du moins, je voulais l'être. Linda n'a jamais pris la peine de demander quel grade j'avais atteint. Ethan non plus. Pour eux, j'étais juste la femme qui disparaissait occasionnellement pour le travail militaire et rentrait fatiguée. Ni l'un ni l'autre ne réalisait que j'avais passé des années à commander des centaines de soldats. Ni l'un ni l'autre ne savait que j'avais briefé des généraux, coordonné les secours après un ouragan sur plusieurs comtés ou conseillé les opérations d'urgence après des catastrophes naturelles. Je ne l'ai jamais caché. Simplement, ils n'ont jamais écouté. Puis est arrivée Melissa, 29 ans. Élégante, elle travaillait dans le bureau d'Ethan, toujours parfaitement habillée, riant toujours à ses blagues. Linda l'a immédiatement adorée. J'aurais aimé qu'Ethan épouse quelqu'un comme Melissa. Elle a dit ça alors que je me tenais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle après le dîner de Thanksgiving. Ethan ne m'a pas défendu. Il a ri maladroitement, puis a changé de sujet. Cela m'a fait beaucoup plus mal que l'insulte elle-même, car le silence peut vous trahir plus fort que les mots. La liaison ne m'a pas surprise quand je l'ai finalement découverte. Le moment, si. Je venais de rentrer chez moi après avoir aidé à coordonner la logistique d'urgence suite à de graves inondations dans l'est de la Caroline du Nord. Je suis entrée dans ma propre maison, portant un sac de sport. L'écharpe de Melissa était suspendue au dossier de ma chaise de salle à manger. Tout s'est enchaîné rapidement après ça. Papier de divorce, compte bancaire séparé, avocat, liste de biens, Linda célébrant avant même que le mariage ne soit légalement terminé. Elle a dit à tout le monde à l'église, « Mon fils est enfin libre ». Elle n'a jamais imaginé que la femme silencieuse dont elle s'était moquée pendant 2 décennies avait passé toute une carrière militaire à documenter les faits avant de prendre des décisions. Et maintenant, assise en face d'eux au tribunal, regardant la confusion se répandre sur le visage d'Ethan après avoir entendu le juge m'appeler, « Mon colonel », j'ai réalisé quelque chose. Pendant 20 ans, le problème n'avait jamais été que je gardais des secrets. Le problème, c'est qu'il ne s'était jamais assez soucié de savoir qui j'étais vraiment. Le juge ouvrit le premier dossier sur son bureau. Il regarda vers les 2 tables. Maître, et Madame Parker. Il marqua une pause. Je crois que nous avons pas mal de choses à discuter. Pour la première fois de la matinée, Ethan déglutit difficilement. Sa confiance commençait à se fissurer, et l'audience n'avait même pas encore commencé. Le juge ajusta les papiers devant lui.
Avant de commencer, dit-il calmement, j'aimerais confirmer que les deux parties ont échangé toutes les déclarations financières requises. L'avocat d'Ethan se leva. Oui, votre honneur. Le juge hocha la tête. Et Madame Parker? Je les ai, votre honneur. Il jeta un coup d'œil à mon dossier, puis de nouveau à moi. Très bien. Son ton était redevenu professionnel. Quelle que soit l'histoire que nous avions partagée des années auparavant, elle resterait en dehors de cette salle d'audience. C'était exactement comme ça que je le voulais. Le tribunal aux affaires familiales n'était pas un lieu pour les faveurs. C'était un lieu pour les faits. L'audience fut brièvement retardée car un autre avocat était en retard. On nous a dit d'attendre dans le couloir pendant 15 minutes. Linda ne put résister. Elle se dirigea droit vers moi, ses talons claquant sur le sol poli. « Je ne comprends toujours pas pourquoi ce juge vous a appelé colonel, dit-elle en croisant les bras. Les gens exagèrent tout le temps les titres. Je me contentais de la regarder. Elle se pencha plus près. Vous n'avez jamais été quelqu'un de spécial. Ethan la rejoignit. Je suppose que quelqu'un s'est trompé. Il rit. Peut-être que tu étais capitaine de l'équipe de softball du bureau. Mélissa gloussa. Je ramassai mon dossier. Je vais m'asseoir là-bas. Linda m'interpella. Déjà en fuite? Je ne répondis pas. Pendant 22 ans, j'avais appris que chaque insulte ne méritait pas une réponse. Parfois, le silence protège mieux votre paix intérieure que la meilleure des réparties. Ah! Pendant qu'il continuait à chuchoter derrière moi, je me suis assise seule près de la fenêtre du palais de justice. La pluie avait commencé à tomber dehors. La regarder me rappela les souvenirs d'une autre matinée pluvieuse, près de 20 ans plus tôt. Ethan et moi étions mariés depuis moins d'1 an. Il terminait encore son MBA à l'UNC Charlotte tout en travaillant à temps partiel. L'argent était rare. Un soir, il étala les factures des frais de scolarité sur la table de la cuisine. Je ne sais pas comment on va payer ça. Je regardais les chiffres. On trouvera une solution. Il se frotta le front. Je vais peut-être devoir arrêter. Non. Il me regarda. Je vais accepter une autre mission. Ses yeux s'écarquillèrent. Claire, c'est seulement pour 9 mois. Je ne veux pas que tu partes à cause de moi. J'ai souri. Nous construisons notre avenir. Il tendit la main sur la table et serra la mienne. Je n'oublierai jamais ça. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il ne l'oublierait pas. La mission n'était pas glamour. La plupart du service militaire ne l'est pas. Longue journée, peu de sommeil, responsabilité constante. J'ai manqué des anniversaires, Noël, notre premier anniversaire de mariage. Chaque appel vidéo se terminait de la même manière. Je serai bientôt à la maison. Ethan souriait toujours. Je t'attendrai. Quand je suis finalement rentrée, plus mince et épuisée, il m'a accueillie à l'aéroport avec des fleurs. Je me souviens avoir pensé, ce mariage va durer pour toujours. La vie a un étrange sens de l'humour. Au cours des 2 décennies suivantes, nos rôles ont lentement changé. Chaque promotion qu'il obtenait me rendait sincèrement fière. Quand il est devenu directeur régional des ventes, j'ai organisé un dîner surprise. Quand il a obtenu une autre certification, je lui ai acheté son bourbon préféré. Quand il a reçu sa première prime à 6 chiffres, j'ai célébré plus fort que lui. Son succès me semblait être notre succès. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il avait cessé de voir le mien de la même manière. Chaque fois que ma carrière militaire progressait, ses réactions devenaient plus courtes. Oh, c'est bien. Félicitations. Rien de plus. Quand j'ai été promu lieutenant-colonel, il était à un tournoi de golf d'entreprise. Il a appelé ce soir-là. Désolé de ne pas avoir pu venir. Ce n'est pas grave. Tout s'est bien passé? Oui. Bien. Puis il a passé 20 minutes à parler d'un nouveau client. J'ai écouté, comme toujours. Des années plus tard, lorsque j'ai été promu colonel, il a carrément oublié la cérémonie.
Il m'a envoyé un texto 3 heures après. Occupé. J'espère que ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai fixé le message pendant plusieurs minutes avant de verrouiller mon téléphone. Ça m'a fait plus mal que je ne l'ai admis à quiconque. Non pas à cause de la promotion, mais parce que la personne qui était censée me connaître le mieux n'avait pas réalisé que l'un des jours les plus importants de ma carrière venait de se produire. Linda n'a fait qu'empirer les choses. Chaque fois que des voisins complimentaient mon service militaire, elle réorientait rapidement la conversation. Eh bien, c'est Ethan qui est le vrai soutien de famille. Ou, l'armée, c'est surtout de la paperasse de nos jours. Ou ma préférée, Claire aime juste jouer aux petits soldats. Jouer aux petits soldats. J'avais passé des nuits à coordonner des évacuations d'urgence pendant des ouragans. J'avais été aux côtés de familles attendant des nouvelles après des catastrophes naturelles. J'avais dirigé de jeunes hommes et femmes qui me confiaient leur vie. Il n'y avait rien de simulé là-dedans. Pourtant, je n'ai jamais corrigé Linda. Se disputer avec quelqu'un qui est déterminé à ne pas vous comprendre, c'est comme crier dans le vent. On ne fait que s'épuiser. 3 ans avant le divorce, l'ouragan Florence a dévasté une partie de la Caroline du Nord. J'ai à peine dormi pendant près de 2 semaines. Les abris d'urgence débordaient. Les routes disparaissaient sous l'eau. Des familles perdaient tout. Mon équipe coordonnait le transport, la distribution de nourriture et la logistique de sauvetage avec les agences étatiques et locales. Quand je suis enfin rentrée à la maison, j'ai franchi la porte d'entrée après minuit. De la boue couvrait encore mes bottes. Ethan leva les yeux de la télévision. « Tu es enfin rentré. » « Oui. Il reste de la lasagne. » J'ai souri, fatiguée. « Merci. » Il a mis la télévision sur pause. « Alors, c'était grave ?» Je me suis assise à côté de lui. Pire que tout ce que j'ai vu depuis des années. Il a hoché la tête. Au fait, mon patron pense que je vais avoir une promotion. Cette conversation a duré moins de 5 minutes. À l'époque, je me suis convaincue qu'il ne comprenait tout simplement pas. Maintenant, je sais qu'il n'essayait pas de comprendre. Melissa est entrée dans nos vies environ 1 an plus tard. Elle travaillait dans le bureau d'Ethan, jeune, confiante, toujours parfaitement habillée. Au début, elle n'était qu'une collègue parmi d'autres. Puis Ethan a commencé à la mentionner chaque semaine. Melissa a organisé la conférence. Melissa a trouvé un nouveau client. Melissa pense que ce restaurant est incroyable. Finalement, Melissa a cessé de faire partie des histoires. Elle en est devenue la raison. Réunion tardive, conférence le week-end, voyage d'affaires inattendu. Linda l'a tout de suite aimé. J'ai invité Melissa à déjeuner, a-t-elle annoncé un dimanche. Ethan semblait mal à l'aise. Tu n'étais pas obligé. Oh, quelle absurdité. Elle m'a souri. Elle est délicieuse. Puis elle a ajouté, tellement raffinée. Contrairement à qui? Elle n'a pas eu besoin de le dire. Nous le savions tous. Le jour où tout s'est finalement effondré a commencé comme n'importe quel autre. Je suis rentrée de Fort Liberty plus tôt que prévu. Ma valise roulait sur le parquet. La maison semblait inhabituellement silencieuse. Puis j'ai entendu des rires à l'étage. Pas celui d'Ethan, celui d'une femme. Quand j'ai atteint notre chambre, la vérité attendait derrière une porte non verrouillée. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique. Pas de cris, pas de meubles cassés, juste le silence. Melissa avait l'air horrifiée. Ethan ne pouvait même pas croiser mon regard. J'ai tranquillement fermé la porte de la chambre, je suis descendue, je me suis versé un verre d'eau, puis j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Ethan est descendu. Je suis désolée. J'ai hoché la tête une fois. Depuis combien de temps? Il a regardé le sol. Environ 8 mois. 8 mois. Presque 1 an. Anniversaire de mariage, dîner de famille, église, vacances, chaque sourire, chaque mensonge. Comprimé en 2 mots simples, 8 mois. Les papiers du divorce sont arrivés 3 semaines plus tard.
Linda a célébré avant même que je ne les ai signés. Elle a dit aux voisins, mon fils a enfin trouvé quelqu'un à son niveau. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais surtout déçue, car après 20 ans de sacrifice, à aider à construire la carrière d'Ethan, à soutenir chaque rêve qu'il ait jamais eu, j'ai réalisé quelque chose de déchirant. Les personnes que j'avais appelées ma famille n'avaient jamais valorisé ce que je leur avais donné, seulement ce qu'elles croyaient qu'il me manquait. De retour dans le couloir du palais de justice, les portes de la salle d'audience se rouvrirent. L'affaire Parker est prête, annonça l'huissier. Ethan ajusta son costume coûteux. Linda sourit avec assurance. Il croyait encore que ce serait une victoire rapide. Il n'avait aucune idée que les preuves à l'intérieur de mon dossier représentaient des années de registres minutieux, de relevés financiers, de mets et de documents. Les habitudes que j'avais apprises dans l'armée m'avaient enseigné une leçon par-dessus tout, la préparation gagne les batailles bien avant qu'elles ne commencent. J'ai ramassé le dossier, pris une lente inspiration, et suis retourné dans la salle d'audience. La salle d'audience retrouva le silence alors que tout le monde retournait à sa place. Le juge regarda par-dessus le bord de ses lunettes. « Madame Parker, êtes-vous certaine de vouloir continuer sans avocat ? » « Oui, votre honneur. » Il fit un léger signe de tête. « Je voulais simplement confirmer. » L'avocat d'Ethan, Martin Collins, se tenait avec confiance à côté de son client. Il avait l'air expérimenté, élégant et préparé. Il n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'il croyait la version des faits que lui avait donnée Ethan. J'avais presque pitié de lui. Presque. Car contrairement à Ethan et Linda, Maître Collins n'avait pas passé des années à essayer de m'humilier. Il faisait simplement son travail. Le juge se tourna vers lui. « Maître Collins, vous pouvez commencer. » L'avocat boutonna sa veste. « Merci, votre honneur. » Il parla calmement, exposant la demande d'Ethan, une division égale des biens matrimoniaux, la vente de la maison familiale, la division des comptes de retraite, une pension alimentaire limitée pour conjoints. Rien ne semblait déraisonnable sur le papier. C'est ce qui rendait la chose si dangereuse. Les faits peuvent être manipulés sans devenir techniquement des mensonges. Quand il eut terminé, le juge se tourna vers moi. « Madame Parker ?» Je me levai. « Pas de déclaration liminaire, votre honneur. » Le juge haussa un sourcil. « Très bien. » Ethan sourit. Il pensait que je ne savais pas ce que je faisais. La vérité, c'est que j'avais passé toute ma vie d'adulte à me préparer pour des moments exactement comme celui-ci. Pas le divorce. La pression. Chaque décision majeure que j'avais jamais prise avait des conséquences. Des vies dépendaient parfois de ma capacité à rester calme. Comparé à cela, parler dans une salle d'audience n'était pas terrifiant. C'était simplement un autre jour exigeant de la discipline. Alors que je me tenais là, des souvenirs me traversèrent l'esprit. Non pas que j'étais distraite, mais parce que je réalisais soudain à quel point il aurait été impossible pour Ethan de comprendre la femme qui se tenait en face de lui. Il n'avait jamais voulu savoir. Ah, j'avais 18 ans quand j'ai levé la main droite et prêté serment. La plupart de mes camarades de lycée sont restés près de chez eux. Certains sont allés à l'université. D'autres ont commencé à travailler avec leur famille. J'ai rejoint l'armée parce que je voulais une vie plus grande que les limites de mon comté. Mon père m'a serré dans ses bras avant mon départ. Ce n'était pas un homme qui pleurait, mais ce matin-là, ses yeux étaient rouges. « Tu auras toujours une maison ici. »« Je sais. Souviens-toi d'où tu viens. »« Je m'en souviendrai. » Il sourit. « Et ne laisse personne te convaincre qu'un travail honnête fait de toi quelqu'un de moins que les autres. » Ces mots sont restés avec moi pendant les 22 années suivantes. La formation de base m'a appris beaucoup de choses. Comment endurer l'épuisement, comment résoudre des problèmes, comment diriger. Mais la plus grande leçon n'était pas physique. C'était l'humilité. Personne ne se souciait d'où vous veniez. Personne ne se souciait de l'argent de votre famille. La seule chose qui comptait, c'était de savoir si les gens pouvaient vous faire confiance. Cette leçon ne m'a jamais quitté.
Ma carrière n'était pas du genre de celle qu'on voit dans les films d'action. La plupart du leadership militaire ne l'est pas. C'était des réunions de planification interminables, des exercices d'intervention d'urgence, des appels téléphoniques tard dans la nuit, des week-ends d'entraînement, des évaluations de personnel, des discussions budgétaires, et de temps en temps, de vraies urgences, inondations, ouragans, tempêtes de verglas, des communautés ayant besoin d'aide. Lors d'une mission à l'étranger, j'ai passé des mois à coordonner la logistique au lieu de porter un fusil dans des fusillades spectaculaires. Des milliers d'équipements, de fournitures médicales, d'horaires de transport, de livraison de carburant. Rien de tout cela ne paraissait excitant. Tout cela comptait. Si une seule livraison n'arrivait pas, quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire son travail. Le leadership, c'est souvent résoudre des problèmes que personne d'autre ne remarque. J'aimais ce travail, non pas parce qu'il me valait de la reconnaissance, mais parce qu'il rendait la vie des gens plus sûrs. La promotion n'est jamais arrivée du jour au lendemain. Chaque nouveau grade exigeait des années d'expérience, des recommandations, des évaluations, des formations, des responsabilités. Quand j'ai été promu major, mes parents ont conduit 4 heures pour y assister. Mon père a murmuré, « Je ne comprends pas vraiment les grades militaires. » J'ai ri. « Tu n'as pas besoin. Je suis fière quand même. » Quand je suis devenu lieutenant-colonel, ma mère a préparé ma tarte aux pacanes préférée après. Quand je suis devenu colonel, aucun d'eux n'était en vie pour le voir. Le cancer avait emporté maman 2 ans plus tôt. Papa a suivi 18 mois plus tard. Parfois, je regrette encore qu'il n'ait pas pu être à mes côtés ce jour-là. Ils auraient souri tranquillement. Sans jamais se vanter, juste en souriant. Le juge interrompit mes pensées. Madame Parker. Oui, votre honneur. Maître Collins a demandé si vous êtes d'accord pour que la résidence conjugale soit vendue immédiatement. Non. Maître Collins parut surpris. Pour quel motif? J'ai des documents. Le juge hocha la tête. Nous examinerons cela sous peu. De l'autre côté de la salle, Linda leva les yeux au ciel de manière dramatique. La voilà repartie avec sa paperasse. Le juge se tourna vers elle. La belle-mère de Madame Parker. Linda se redressa. Oui. C'est votre unique avertissement. Plus d'interruptions. Oui, votre honneur. Pour la première fois de la matinée, elle semblait légèrement nerveuse. Maître Collins continua de présenter les pièces financières. La plupart étaient exactes. Certaines étaient incomplètes. Quelques-unes omettaient un contexte important. Encore une fois, pas nécessairement malhonnête, simplement sélective. Finalement, il dit, « Mon client a toujours été le principal soutien financier. » J'ouvris discrètement mon dossier. Le juge le remarqua. « Madame Parker ?» Je tendis un document à l'huissier. Si le tribunal veut bien examiner la pièce, des copies furent distribuées. Le juge étudia la première page. Son expression changea presque immédiatement. Maître Collins fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » Mon historique de revenus militaires. L'avocat le parcourut rapidement. Ses sourcils se levèrent. Il tourna une autre page, puis une autre. Contribution à la retraite, allocation logement, solde de déploiement, prime de commandement, des années de revenus documentés. Sa confiance s'affaiblit visiblement. Je n'étais pas au courant. Non, répondis-je doucement. Je ne crois pas que vous l'étiez. Ethan s'agita, mal à l'aise. Il se pencha vers son avocat. Qu'est-ce que c'est ? Maître Collins ne répondit pas tout de suite. Il continua de lire. La salle d'audience devint inhabituellement silencieuse. Finalement, il regarda Ethan. Quand aviez-vous l'intention de mentionner cela ? Ethan fronça les sourcils. Mentionner quoi ? La rémunération militaire complète de votre femme. Il hésita. Je ne savais pas. Maître Collins cligna des yeux. Vous ne saviez pas ? Je n'ai jamais demandé. L'avocat le dévisagea, incrédule.
Vous êtes marié depuis plus de 20 ans. Je sais. Et vous n'en avez jamais discuté? Le visage d'Ethan devint rouge. Je pensais. Vous pensiez quoi? Que ce n'était pas grand-chose? Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Même Linda semblait confuse. Le juge croisa calmement les mains. Monsieur Parker. Oui, votre honneur. N'avez-vous vraiment jamais interrogé votre femme sur sa carrière militaire? Ethan déglutit. Je savais qu'elle travaillait pour l'armée. Le juge pencha la tête. Travaillait? Oui. Autre pause. Le juge semblait sincèrement stupéfait. Vous croyez qu'une colonelle de l'armée de terre des États-Unis se contentait de travailler pour l'armée? Oui. Le juge se pencha lentement en arrière. Je vois. Il y avait de la déception dans sa voix, pas de la colère. De la déception. Et d'une certaine manière, cela semblait pire. Le juge se tourna vers moi. Colonel Parker. Il s'interrompit. Mes excuses, Madame Parker. Je souris légèrement. L'un ou l'autre me convient, votre honneur. Il hocha la tête. Pour information, ce tribunal ne reconnaît le grade militaire que comme une information de contexte. Il ne confère aucun avantage dans cette procédure. Je comprends. Je suis sûr que oui. En effet. Professionnel, respectueux, exactement comme il se doit. Linda se pencha vers Ethan et chuchota assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde en fait tout un plat. Ethan ne répondit pas. Il fixait les dossiers financiers étalés sur la table de son avocat. Pour la première fois depuis le dépôt de la demande de divorce, il semblait incertain. Non pas à cause de mon grade, mais parce qu'il venait de découvrir quelque chose de beaucoup plus douloureux. Après 20 ans de mariage, il n'avait aucune idée de qui avait été sa femme. Le juge baissa les yeux sur le document suivant dans mon dossier, puis les releva vers moi. Madame Parker. Oui, votre honneur. Je crois que la pièce B pourrait affecter de manière significative la procédure d'aujourd'hui. Je hochai la tête. Je le crois aussi. De l'autre côté de la salle, Maître Collins attrapa lentement la pile de papier suivante. Quelle que soit la confiance avec laquelle il était entré ce matin-là, elle commençait à disparaître, et nous ne faisions que commencer. Maître Collins prit une lente inspiration avant de prendre la pièce B. La confiance qu'il avait affichée en entrant dans la salle d'audience s'estompait, remplacée par une prudence bien plus marquée. Il ajusta sa cravate. Votre honneur, puis-je avoir un moment pour examiner ces documents? Bien sûr. Le silence régnait dans la salle, seulement troublé par le bruit des pages que l'on tournait. Ethan se pencha plus près. Qu'est-ce que c'est? Son avocat ne répondit pas immédiatement. Il continua plutôt sa lecture. Je reconnaissais cette expression. Je l'avais vue de nombreuses fois sur le visage de jeunes officiers. C'était le regard de quelqu'un qui réalise que les faits ne corroborent plus l'histoire qu'on lui a racontée. Finalement, Maître Collins leva les yeux. Madame Parker? Oui. Ces dossiers financiers, ce sont des copies certifiées conformes. Je vois bien. Il semblait sincèrement perplexe. Pourquoi n'ont-ils pas été divulgués lors de nos discussions préliminaires? Ils l'ont été. Il fronça les sourcils. Je ne les ai jamais reçus. Je tendis un autre document à l'huissier. L'accusé de réception du courrier recommandé est joint. Le juge l'examina. Il semble qu'ils aient été livrés et signés. Maître Collins parut embarrassé. Je devrais en parler à mon assistante plus tard. Ça arrive, répondit calmement le juge. Puis il se tourna vers Ethan. Mais ces dossiers sont maintenant devant la cour. Maître Collins réorganisa soigneusement ses notes. Votre honneur, nous souhaiterions continuer. Le juge hocha la tête. Poursuivez. L'avocat s'éclaircit la gorge. Mon client allègue qu'il a contribué de manière substantiellement plus importante au patrimoine conjugal que Madame Parker. Je fis discrètement glisser un autre dossier sur la table.
Pièce C, Maître Collins l'accepta. Ses sourcils se levèrent lentement. Relevé hypothécaire, chaque paiement depuis 20 ans, classé par couleur, date surlignée, montant correspondant au relevé bancaire, relevé de virement direct de ma solde militaire, copie de chèques encaissés, paiement des impôts fonciers, prime d'assurance, facture de rénovation, tout. Il ne manquait rien. Le juge effeuilleta plusieurs pages. C'est exceptionnellement bien organisé. Oui, votre honneur. Quand avez-vous préparé tout cela? J'ai conservé des archives financières tout au long de notre mariage. Il sourit faiblement. Je suppose que les vieilles habitudes de l'armée ont la vie dure. Généralement, oui. Quelques personnes dans la salle sourirent. Même la sténographe judiciaire semblait amusée. Maître Collins étudia l'historique des paiements. Puis il se tourna vers Ethan. Vous m'avez dit avoir payé la quasi-totalité de l'hypothèque. C'est le cas. L'avocat fit glisser les documents sur la table. Selon ses dossiers, il tapota la page, Madame Parker a payé 58%. Ethan fixa les chiffres. Ce n'est pas possible. Il semble que si. Linda se pencha soudain en avant. Ces papiers doivent être faux. Le juge la regarda droit dans les yeux. Madame Parker. Linda cessa immédiatement de parler. La cour vous a déjà averti. Je suis désolée, votre honneur. Plus d'interruptions. Elle se renfonça dans son fauteuil. Pour la première fois en 20 ans, je voyais Linda sincèrement intimidée. Pas par moi, par la vérité. Maître Collins continua sa lecture. Plus il approfondissait, plus il devenait silencieux. Madame Parker. Oui. Est-ce exact? Il brandit une autre page. Cela montre que vos primes de déploiement ont été déposées directement sur le compte joint. C'est exact. Et que ces fonds ont aidé à payer les frais de scolarité de mon client. Oui. Ethan semblait confus. Je pensais, sa voix s'éteignit. Vous pensiez quoi? Demandai-je doucement. Je pensais que mes prêts étudiants couvraient la majeure partie. Ils en couvraient une partie. Je le regardai. Le reste provenait de ma mission à l'étranger. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Il ne le savait vraiment pas. Ou peut-être ne s'était-il jamais soucié de demander. Le juge examina une autre pièce. Monsieur Parker. Oui, votre honneur. Votre femme a-t-elle déjà refusé de contribuer financièrement? Non. A-t-elle déjà caché ses revenus? Non. A-t-elle contribué à vos études? Oui. A-t-elle contribué à l'hypothèque? Oui. Chaque réponse était plus faible que la précédente. Le juge croisa les mains. Très bien. Maître Collins s'arrêta soudain à une autre section. Il parut surpris. Madame Parker, j'ai une question. Allez-y. Pourquoi avez-vous continué à effectuer des paiements hypothécaires supplémentaires pendant vos missions à l'étranger? Je souris tristement. Parce que je croyais que nous construisions un avenir ensemble. Le silence s'installa dans la salle d'audience. Même Ethan détourna le regard. Le juge tourna une autre page. Ceci semble documenter des dépenses importantes au cours des 18 derniers mois. Oui, votre honneur. Maître Collins semblait mal à l'aise. Nous avons déjà divulgué les relevés de cartes de crédit. Pas cela. J'ouvris un autre dossier. Pièce D, l'huissier distribua des copies dans la salle. Reçus de restaurants, factures d'hôtels de luxe, achats de bijoux, réservation de complexes hôteliers pour le week-end, chaque achat lié à Ethan et Melissa. Rien d'illégal, mais tout payé alors que nous étions encore mariés. Maître Collins retira lentement ses lunettes. Il se massa l'arête du nez. Ethan, ceci n'était pas dans votre déclaration. Ethan parut paniqué. Je ne pensais pas, non, l'interrompit son avocat. Je ne crois pas que vous ayez pensé. La salle d'audience resta complètement silencieuse. Le juge parla avec précaution. Monsieur Parker. Oui, votre honneur.
Des fonds matrimoniaux ont-ils été utilisés pendant votre relation extra-conjugale? Ethan hésita. Son avocat murmura doucement, vous devez répondre honnêtement. Oui. Ces dépenses ont-elles été déclarées? Non. Le juge prit plusieurs notes. Je comprends. Pas de colère, pas de sermon, juste un autre fait ajouté au dossier. Parfois, une déception calme a plus de poids que tous les cris du monde. Linda ne put soudain plus se contenir. C'est ridicule. Elle se leva à moitié de sa chaise. Mon fils a fait une erreur. Le juge la regarda. Non. Sa voix resta parfaitement calme. La cour n'évalue pas une erreur. Il désigna les documents. La cour évalue une conduite financière. Linda se rassit lentement. Son visage avait perdu ses couleurs. Maître Collins parcourut les pièces restantes. Puis il se figea. Qu'est-ce que c'est? Je répondis avant que quiconque ne puisse le faire. Le compte d'investissement. Ethan fronça les sourcils. Quel compte d'investissement? Je le regardai. Celui que ta mère t'a demandé de déplacer. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. Quoi? Je fis glisser un dernier relevé sur la table. Registre de virement bancaire, signatures électroniques, date, montant, tout était vérifié. Maître Collins fixa Linda. Madame Parker. Elle déglutit. Avez-vous encouragé votre fils à transférer des fonds matrimoniaux sur votre compte d'investissement personnel? Non. Je poussai doucement une autre page en avant. Des messages textes imprimés, authentifiés, horodatés. Un message disait « Déplace l'argent avant que Claire ne le découvre. Il est plus en sécurité sur mon compte. » Un autre « Elle ne s'en rendra jamais compte. Elle est toujours partie avec l'armée. » La salle devint si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du climatiseur. Linda se couvrit la bouche. Ethan se tourna lentement vers sa mère. Tu m'avais dit. Sa voix tremblait. Je pensais que tu avais dit qu'on le remettrait plus tard. J'essayais de te protéger. De quoi? Elle ne put répondre. Maître Collins se pencha en arrière sur sa chaise. Pendant plusieurs secondes, il fixa simplement l'épreuve. Finalement, il parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je dois demander une brève suspension d'audience. Le juge hocha la tête. Accordé. Le marteau frappa une fois. Alors que tout le monde commençait à se lever, Ethan resta figé sur sa chaise. Il ne me regardait plus. Il ne regardait plus le juge. Il fixait les messages textes entre lui et sa mère. 20 ans d'excuses. 20 ans à blâmer tout le monde. 20 ans à croire que j'étais la simple fille de la campagne qui ne remarquerait jamais rien. De l'autre côté de la salle, les mains de Linda tremblaient. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air effrayée. Non pas parce que j'avais élevé la voix. Non pas parce que j'avais cherché à me venger. Parce que les faits ont une façon de dépouiller chaque illusion. Et il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. 15 minutes plus tard, l'huissier ouvrit à nouveau les portes de la salle d'audience. Levez-vous. Le juge retourna sur son siège, son expression illisible. Tout le monde prit place. L'atmosphère avait complètement changé. Lorsque nous étions entrés au tribunal ce matin-là, Ethan et Linda affichaient des sourires confiants. Maintenant, aucun d'eux ne me regardait. Melissa était partie. Pendant la suspension, elle avait discrètement quitté le palais de justice sans dire au revoir à Ethan. Je n'étais pas surprise. Certaines personnes disparaissent dès que la vie cesse d'être pratique. Le juge regarda vers les deux tables. Avant de continuer, je souhaite aborder les preuves financières soumises par Madame Parker. Il ajusta la pile de documents. La Cour a examiné les relevés bancaires certifiés, l'historique de l'hypothèque, les relevés de retraite et les communications électroniques authentifiées. Il marqua une pause. La documentation semble complète, organisée et cohérente. Maître Collins se leva.
Votre Honneur, après avoir examiné les preuves pendant la suspension, j'ai conseillé à mon client de répondre honnêtement à toutes les questions restantes. J'apprécie. Le juge se tourna vers Ethan. Monsieur Parker. Oui, Votre Honneur. Levez-vous, s'il vous plaît. Ethan se leva lentement. Vous pensiez auparavant être le principal contributeur financier pendant le mariage. Oui. Le croyez-vous toujours? Ethan hésita. Ses épaules s'affaissèrent. Non. Pourquoi? Il jeta un coup d'œil aux pièces étalées sur les tables. Parce que je me suis trompé. Le juge hocha la tête. Et la cour apprécie un témoignage véridique. Personne ne célébra. Il n'y eut pas de musique dramatique. Juste un aveu silencieux qui aurait dû avoir lieu des années plus tôt. L'interrogatoire se poursuivit. Votre femme a-t-elle soutenu vos études supérieures? Oui. A-t-elle contribué plus à l'hypothèque que vous ne l'aviez initialement prétendu? Oui. A-t-elle continué à soutenir le foyer pendant les déploiements militaires? Oui. Des fonds matrimoniaux ont-ils été dépensés pour votre relation avec mademoiselle Collins? Ethan ferma brièvement les yeux. Oui. Le juge ait pris une autre note. Puis il se tourna vers moi. Madame Parker. Oui, Votre Honneur. Contestez-vous que le mariage est irrémédiablement rompu? Non. Ses yeux s'adoucirent. Aucune des parties ne semble désirer une réconciliation. C'est exact. J'avais passé des mois à faire le deuil du mariage avant même d'arriver au tribunal. Il n'y avait plus rien à sauver, seulement à être juste. Maître Collins parla avec précaution. Votre Honneur, nous aimerions que la Cour prenne en considération la reconnaissance de responsabilité de mon client. Le juge hocha la tête. La Cour considère toujours l'honnêteté. Puis il ajouta, mais une honnêteté offerte seulement après des preuves accablantes a moins de poids qu'une honnêteté offerte volontairement. Maître Collins accepta le point sans discuter. Il savait que le juge avait raison. Linda leva soudain la main comme si elle était en classe. Votre Honneur. Le juge se tourna vers elle. C'est très inhabituel. Je sais. Elle se leva avec précaution. Je veux juste. Sa voix se brisa. Je veux dire quelque chose. Le juge la considéra un instant. Vous le pouvez. Elle se tourna vers Ethan, puis vers moi. Je n'ai jamais pensé. Elle s'arrêta. Des larmes emplirent ses yeux. Je croyais sincèrement que Claire avait épousé mon fils parce qu'elle voulait une vie meilleure. Elle rit amèrement. Il s'avère que c'est mon fils qui a eu la vie meilleure. Personne ne parla. Elle regarda le sol. Je l'ai jugée parce qu'elle a grandi dans une ferme. Autre pause. Je pensais que les gens avec de la terre sous les ongles ne pouvaient pas comprendre le succès. Elle me regarda pour la première fois de la journée. J'avais tort. Les excuses n'étaient pas complètes. Elles n'étaient pas polies, mais elles étaient honnêtes. Parfois, l'honnêteté semble maladroite. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est réelle. Le juge revint aux questions juridiques concernant la résidence conjugale. Il examina plusieurs lois avant de continuer. La Cour constate que Madame Parker a contribué de manière substantielle à l'acquisition et à la préservation du patrimoine conjugal. Il exposa soigneusement la division des biens. La maison serait vendue. Le produit serait divisé équitablement, conformément aux preuves. Les transferts non divulgués impliquant le compte d'investissement de Linda seraient crédités au patrimoine conjugal avant la distribution. Chaque compte de retraite serait divisé selon la loi applicable. L'argent qu'Ethan avait dépensé pour sa liaison serait également pris en compte lors du décompte final. Tout était mesuré, équilibré, étayé par des preuves. Exactement le type de décision que j'avais espéré. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle ressemble à un juge expliquant patiemment des chiffres. Lorsque la décision fut rendue, le juge retira à nouveau ses lunettes. J'ai une dernière observation. La salle redevint silencieuse.
Ce cas est un rappel que le respect au sein d'un mariage ne peut être mesuré uniquement par le revenu. Il regarda Ethan. La carrière militaire de Madame Parker a exigé des sacrifices extraordinaires. Puis il se tourna vers moi. Et le service militaire n'excuse pas les responsabilités ordinaires du mariage. Je hochai la tête. Je comprends. Il poursuivit. Mais aucun des conjoints ne devrait passer des décennies à ne pas reconnaître les contributions de l'autre. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à Ethan. Elles s'adressaient à tous ceux qui écoutaient, y compris moi. Car les relations ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles s'érodent lentement, chaque fois que l'appréciation disparaît. L'audience prit fin. L'huissier annonça, la séance est levée. Les gens commencèrent à sortir tranquillement. Maître Collins s'approcha de moi en premier. Il me tendit la main. Mon colonel. Puis il sourit. Pardon. Je devrais dire Madame Parker. Je lui serrai la main. L'un ou l'autre me va. Il soupira. J'aurais aimé connaître toute l'histoire avant aujourd'hui. Moi aussi. Il hocha la tête respectueusement. Vous avez préparé votre dossier de manière exceptionnelle. Merci. Il baissa la voix. Pour ce que ça vaut, je ne crois pas que votre mari ait jamais vraiment compris qui il a épousé. Je sais. Il s'éloigna. Dehors, la pluie de l'après-midi avait enfin cessé. L'air sentait le frais. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Des bruits de pas s'approchèrent derrière moi. Claire. Je me retournai. C'était Ethan, seul. Pas de Mélissa. Pas d'avocat. Pas de mère. Juste Ethan. Il se tenait tranquillement, les mains dans les poches. Je ne sais pas comment dire ça. Tu n'es pas obligé. Non. Il secoua la tête. Je le dois. Il regarda le parking du palais de justice. J'ai passé 20 ans à dire aux gens que je te connaissais. Sa voix se brisa. Ce n'était pas le cas. Je restai silencieuse. Il rit tristement. Je n'ai même jamais demandé ce que signifiait vraiment être colonel. Non. Je ne suis jamais venue à ta cérémonie de promotion. Non. Je me plaignais chaque fois que tu partais en mission. Oui. Je pensais que tout ce que je gagnais m'appartenait. Autre pause. Et je ne me suis jamais arrêtée pour penser à tout ce que tu as abandonné pour nous. Je le regardai calmement. Ce qui fait le plus mal, murmura-t-il, c'est de réaliser que tu n'as jamais rien caché de tout ça. Je secouai la tête. Non. Tu as juste supposé que je demanderais. Oui. Il se couvrit le visage d'une main. Je ne l'ai jamais fait. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Finalement, il me regarda de nouveau. Je suis tellement désolée. Je le crus. Non pas parce que ses excuses effaçaient le passé, rien ne le pouvait. Mais parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se défendait pas. Il disait simplement la vérité. Je lui offris un petit sourire. J'espère qu'un jour, tu deviendras l'homme que tu as toujours eu la chance d'être. Il hocha lentement la tête. Je l'espère aussi. Alors que je me dirigeais vers mon pick-up, j'entendis une autre paire de pas derrière lui. Linda était sortie. Elle se tenait à côté de son fils sans dire un mot. Pour une fois, aucun d'eux n'avait plus rien à argumenter, seulement le poids silencieux de tout. Ils avaient enfin compris. Le divorce fut prononcé 6 semaines plus tard. Il n'y eut pas de célébration, pas de champagne, pas de sentiment de victoire. Les gens imaginent souvent la vengeance comme le fait de voir quelqu'un d'autre perdre. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Debout devant le palais de justice ce jour-là, tenant l'ordonnance finale dans mes mains, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. La plus grande victoire n'était pas d'avoir gagné l'affaire. C'était de déposer enfin un fardeau que j'avais porté depuis bien trop longtemps. Pendant des années, j'avais essayé de mériter l'amour de personnes qui avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien. Aucun tribunal ne pouvait changer ça. Seul moi le pouvais.
J'ai officiellement pris ma retraite de l'armée au printemps suivant. 22 ans. Des centaines de soldats. Des milliers de décisions. Plus d'aéroports que je ne pourrais en compter. D'innombrables anniversaires passés loin de chez moi. De longues nuits dans des centres d'opération d'urgence. Inondations, tempêtes, déploiements, exercices d'entraînement, des amitiés qui dureraient toute une vie. Le dernier jour en uniforme, j'ai plié soigneusement ma veste de cérémonie et l'ai placée dans sa housse. J'ai passé la main sur l'épaule où mon insigne d'aigle avait reposé pendant tant d'années. Pendant un long moment, je suis restée là. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais reconnaissante. Très peu de gens ont la chance de passer leur vie à faire un travail qui compte vraiment. J'avais été l'une de ces chanceuses. La retraite ne signifiait pas ralentir. Cela signifiait simplement servir différemment. Je suis retournée dans la même petite ville près d'Ashboro où j'avais grandi. La vieille ferme avait besoin de réparation. Les clôtures penchaient par endroits. La balancelle du porche grinçait exactement comme quand j'avais 12 ans. Certaines choses méritent de rester exactement comme elles étaient. D'autres avaient besoin d'être reconstruites. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation locale d'anciens combattants. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à encadrer de jeunes femmes intéressées par le service militaire, les forces de l'ordre, les soins infirmiers, la gestion des urgences et le service public. Beaucoup venaient de familles d'agriculteurs. Certaines s'excusaient pour leur accent avant de se présenter. D'autres craignaient de ne pas être assez raffinées. Un samedi après-midi, une jeune fille de 17 ans nommée Émilie est restée après que tout le monde soit parti. Elle avait l'air nerveuse. « Je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. » Elle tordit la sangle de son sac à dos. « Est-ce que les gens se sont déjà moqués de vos origines ? » J'ai souri. « Presque chaque semaine. » Elle parut surprise. « Vraiment ? » ?»« Oh, oui. » »« Qu'est-ce que vous faisiez ? » J'ai réfléchi à cette question un instant. Quand j'étais plus jeune, elle hocha la tête, j'essayais de leur prouver qu'ils avaient tort. Et maintenant ? J'ai souri. Maintenant, je ne ressens plus le besoin. Elle rit doucement. J'aimerais pouvoir faire ça. Tu y arriveras. Comment ? En te rappelant que les opinions des autres ne définissent pas ton identité. Elle me regarda attentivement. Mon grand-père dit toujours que les filles de la ferme peuvent tout faire. Votre grand-père a l'air d'un homme sage. Elle sourit. Il l'est. La voir partir cet après-midi-là m'a rappelé moi-même, de nombreuses années auparavant. L'espoir allait bien aux jeunes. L'été est arrivé. La vie est devenue merveilleusement ordinaire. J'ai planté des tomates derrière la maison, lu des livres sur le porche le soir, rendu visite à des voisins que je connaissais depuis l'enfance pour la première fois depuis des décennies. Personne n'attendait rien de moi. Il n'y avait pas d'appel d'urgence, pas d'ordre de déploiement, pas de programme de briefing, juste des matins tranquilles avec du café et des oiseaux chantant devant la fenêtre de la cuisine. La paix a un son. J'ai enfin appris ce que c'était. Environ 8 mois après le divorce, j'ai reçu une lettre inattendue. L'adresse de l'expéditeur indiquait Linda Parker. J'ai envisagé de la jeter. Au lieu de ça, je l'ai ouverte. L'écriture était tremblante. Claire, j'ai commencé cette lettre 10 fois parce que je ne sais pas comment m'excuser pour 20 ans. Je vous ai jugé avant même de vous connaître. J'ai vu de la terre sur vos bottes et j'ai supposé que cela signifiait que vous étiez moins éduquée, moins brillante, et d'une certaine manière, moins digne de mon fils. En y repensant maintenant, je réalise que la seule personne qui se comportait mal, c'était moi. Je n'arrêtais pas de vous appeler la fille de la campagne. Je n'ai jamais réalisé que tout ce que j'admirais chez les gens travailleurs, vous l'étiez déjà. Vous travailliez plus dur que nous tous. Je suis profondément désolée, Linda. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié soigneusement. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne parce que l'autre personne le mérite. On le donne parce que porter la colère pour toujours devient une autre forme de prison. Cet après-midi-là, je l'ai appelée. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Allô ? C'est Claire.
Silence, puis, je n'étais pas sûr que vous appelleriez. Je n'étais pas sûr non plus. Je suis désolé. Je sais. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Pas du procès, pas d'argent, pas de reproches. Nous avons parlé de mes parents, de sa santé, de jardinage, de vieillir. Pour la première fois, nous avons simplement parlé comme 2 êtres humains. Cela n'effaçait pas le passé, mais cela nous permettait de cesser de vivre dedans. 1 mois plus tard, Ethan a demandé si nous pouvions nous voir pour un café. J'ai failli refuser. Au lieu de cela, j'ai choisi un petit restaurant à mi-chemin entre nos villes. Il avait l'air plus âgé. Pas de manière spectaculaire, juste plus calme. La vie l'avait rendu humble. Après que la serveuse ait rempli nos tasses de café, il m'a regardé. Je suis une thérapie. J'ai hoché la tête. Je pense que c'est une bonne décision. Je comprends enfin quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai passé des années à essayer d'impressionner les gens. Il sourit tristement. Ma mère, mes collègues, les voisins. Je me souciais tellement des apparences que j'ai cessé de voir les gens. J'écoutais. Tu n'étais pas seulement ma femme. Il baissa les yeux sur son café. Tu étais ma coéquipière, et je t'ai traité comme un obstacle. Son honnêteté ne faisait pas disparaître le passé, mais elle rendait l'avenir plus léger. Avant de partir, il a souri. J'ai entendu dire que tu encadrais des jeunes femmes. C'est exact. Elles ont de la chance. J'ai ri doucement. Je crois que c'est moi qui ai de la chance. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir gardé ma carrière militaire si privée. La réponse les surprend. Non, car je n'ai jamais caché qui j'étais. J'ai simplement cru que les gens qui m'aimaient se soucieraient assez de poser des questions. Le véritable amour pose des questions. Le véritable respect écoute les réponses. En y repensant, je ne me souviens pas du juge m'appelant, mon colonel, comme du moment le plus important de cette journée. Le moment important est venu bien plus tard. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de l'approbation de quiconque pour connaître ma propre valeur. Mes parents avaient raison. La terre honnête sous vos bottes n'est jamais une chose dont il faut avoir honte. Le caractère survivra toujours aux apparences. Les titres s'estompent. L'argent va et vient. La beauté change. Mais l'intégrité reste avec vous pour le reste de votre vie.